On dit d'Amsterdam qu'elle est la capitale mondiale de la liberté. Et pour cause, la mentalité qui s'y est installée à la fin des années 60 est encore palpable dans les rues de la ville. Depuis l'avènement des hippies, on célèbre la liberté d'être soi-même et on encourage les élans créatifs de chacun. De cette époque, les Amsterdamois ont hérité une permissivité qui est presque devenue une religion. Mon parcours dans Amsterdam, héritière libertaire, commencera aux racines des mouvements alternatifs, dans le village de Regord, sanctuaire de la culture hippie. Je visiterai le mythique Paradiso, l'ancienne église reconvertie en temple du rock dans les années 70. J'irai à la rencontre d'un couple de tatoueurs, artistes majeurs et figures incontournables de la culture alternative à Amsterdam. Et j'irai essayer les vêtements dessinés par Bas Costers, un enfant des années 70, devenu une star de la mode. Mais ce qui me vient immédiatement à l'esprit quand on parle ici de liberté, ce sont les fameux coffee shops. Ici, les drogues dites douces semblent avoir toujours fait partie du paysage. Je décide d'aller voir ce qu'il en est dans l'un des 210 établissements de la ville. Bonjour. Bonjour. Ici, en fait, le port du chapeau est interdit à l'intérieur. Ah bon, pourquoi? C'est une règle de sécurité de l'établissement. On a plusieurs caméras et on doit pouvoir voir tous les visages. C'est plus sûr. Bon, d'accord. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, et toi? Mon nom est Ron. Moi, c'est Emma. Enchanté. Alors, j'ai entendu dire que c'était un des meilleurs coffee shops d'Amsterdam chez toi. Merci beaucoup. En fait, j'aime bien nous définir comme une épicerie fine plutôt qu'un coffee shop. Une épicerie fine? Parce que notre collection d'herbes est tellement raffinée. Toi, tu aimes fumer? J'adore fumer. Vraiment? Oui, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. C'est ma 32e année en tant que fumeur. Et toi, quand tu avais 16 ans, il y avait déjà des coffee shops? Ça commençait. Je suis né en 1963 et en 1975 ouvrait le premier coffee shop. Avant ça, on était dans un entre-deux où des magasins vendaient déjà de la fumette, mais c'était pas... Disons que la police ne savait pas trop quoi faire. Ils se disaient, ils ne sont pas agressifs, ils ne causent pas de problème, laissons-les faire ce qu'ils veulent. Et là, derrière toi, c'est ce que tu vends? Laisse-moi te montrer. Par exemple, si je devais te recommander quelque chose, comme tu n'es pas fumeuse, je prendrais celui-là, le Carly Mist. Avec ça, il n'y a aucun risque. Celle-là, c'est une autre histoire. C'est la Détroit Amnesia. C'est très fort. Et ça, Ça, c'est le shit, ça. ça c'est du hashish. Ok. C'est une odeur très différente. C'est un peu une version concentrée de la marijuana. Il y a une loi très étrange dans les coffee shops. Depuis 2007, on ne peut plus fumer de cigarettes à l'intérieur. C'est complètement dingue comme loi. Les gens n'y comprennent rien. Ils disent « Je peux fumer de la marijuana ici, mais pas de cigarettes ?» Cool, je vais même pouvoir remettre mon chapeau. Oui. Je viens de lire dans les journaux qu'il y avait une nouvelle loi selon laquelle tu ne peux plus vendre de marijuana aux Français. Oui, seulement aux Français. On n'aime pas les Français. Tu ne vends pas aux Français, mais tu peux vendre aux... En fait, ça a été mal compris. Il y a un peu moins d'un an, le gouvernement a dit qu'il voulait amender la loi et que seuls les locaux pourraient s'inscrire et obtenir un pass pour avoir accès au coffee shop. Mais c'est repoussé à 2015. Ah d'accord, 2015. L'année prochaine, ils vont recommencer à en débattre au sein du gouvernement. Mais pour l'État, les coffee shops représentent quand même une grosse entrée d'argent chaque année. La Hollande a passé 30 ans à se battre pour rendre ça légal et que ce soit normal de fumer dans les coffee shops au même titre que l'alcool dans les bars. Pendant 30 ans, on a essayé de convaincre les autres pays. Regardez, vous pouvez faire pareil, ça fonctionne. Et maintenant, le gouvernement veut revenir en arrière, alors que le reste du monde change tout doucement. N'empêche qu'il n'y a aucune loi qui te dit que tu as le droit de vendre des drogues douces.
to sell. En fait, il y a une loi exprès pour les coffee shops. On a le droit d'avoir 500 grammes de hashish et de marijuana en stock. Et on ne peut vendre que 5 grammes par personne. Et par jour. Oui, par jour. And what about Mais du coup, tu fais comment pour ton stock? Ça, c'est illégal. C'est complètement dingue. Et ce que nous, on appelle la porte de derrière, ceux à qui on achète notre stock, c'est illégal. Faire pousser de la marijuana, acheter du stock, le planquer et l'amener de la planque jusqu'ici, tout ça, c'est illégal. Quelle drôle de permissivité, pleine de contradictions. Il semble qu'aujourd'hui, une étrange volonté d'encadrer accompagne la mentalité progressiste héritée des années 70. À l'époque, un lieu défrayait la chronique. Il s'agit du village hippie de Rooigoord. Il y a 40 ans, ce village à quelques encablures des murs d'Amsterdam était posé au milieu des pâturages. Mais aujourd'hui, il ressemble plutôt à un village d'irréductibles, encerclé par le port, les cheminées industrielles et autres dépôts de carburant. Et pour cause, si le village a pu être squatté par les hippies, c'est parce que ses anciens occupants avaient été expropriés par l'État, qui avait ici un grand projet. Tout rasé pour que rien ne gêne l'expansion industrielle des 30 Glorieuses. Tu es là? Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va, oui. On m'a dit que c'était anciennement un village hippie. C'est vrai? C'est toujours un peu un village hippie? Oui, de vieux hippies alors. Vous étiez là dans les années 70? On était des artistes à Amsterdam, on a su que l'église était abandonnée. D'accord. Et alors, on a d'abord occupé l'église. On va voir l'église? Oui, Alors c'est d'ici que tout est parti. tout est parti C'est-à-dire d'ici, que- oui. L'église a été vendue à la ville d'Amsterdam pour le détruire. Le prêtre qui était là, Ouais. ça lui faisait tellement mal. Il nous a aidés à squatter ça. Le jour que lui, il est parti, il a laissé la porte arrière ouverte pour nous. Comme ça, c'était occupé. On ne peut pas détruire tout de suite. Dans l'automne, il y a eu la crise du pétrole. Alors, tous les projets se tout sont le projet arrêtés. est arrêté. Ils ne sont jamais revenus pour dire il faut que vous partez. On dirait qu'il y a de l'animation là-dedans, hein? Le samedi après-midi, il y a un cours de djembé. Ça, c'est le professeur, c'est Keta. C'est un coin qui est cool. Là. C'est vrai? Vraiment cool. Surtout en été. Ouais. C'est bien, merveilleux? Ouais. Et puis il y a tous les gens du quatre coins qui se rencontrent ici, de la France, Belgique, Allemagne, Anglais, tout le monde quoi. Est-ce que tu dirais, Rudolf, que Amsterdam, c'était un lieu propice pour que des peu. communautés comme ça se créent dans les années 70? Absolument. Moi, j'étais à 68 à Paris. D'accord. Et au fait, j'ai quitté Paris parce qu'après 68, c'est devenu beaucoup de police et des trucs comme ça. Ici, je venais à Amsterdam, c'était la liberté. Les gens, ils célébraient une sorte de nouvelle époque. Les autorités, ils avaient tellement de respect pour la culture et pour les artistes et tout ça. Tout à coup, tout était possible. Toi, tu te considères toujours comme un hippie? Bien sûr, bien sûr. Une fois qu'on l'est, on On l'est pour la vie. toujours. En quelques mots, c'est quoi un hippie? On n'est pas dehors la loi, mais les valeurs des sociétés, on l'a rejeté. C'est pour ça qu'on est allé habiter dans des endroits squattés et on a essayé de vivre une vie sans hypothèque, sans crédit, sans une vie aussi très simple. Et je vais dire bonjour. Salut Rudolf. What are you Et toi, doing tu fais quoi aujourd'hui ici? Je partage ma vérité intérieure la plus profonde. Je fais une introspection pour connaître la vérité et savoir qui je suis vraiment. J'accepte ma beauté intérieure et je vois cette beauté dans les yeux de tous les autres. Oh, ok. Et on partage ensemble ce moment de vérité. C'est très beau. Ok.
là-bas, c'est ouvert ici. Oh. Ça, c'est le bus. Il a plus de 50 ans et il marche toujours. C'est incroyable. L'année dernière, on était encore à Portugal. Qu'est-ce que ça veut dire dessus, là? Lucht, c'est l'air. Bus aérien. Mais avec cette bus-là, alors, on a fait le voyage aux Indes, au Népal. On voulait avoir une sorte de communauté et on voulait travailler ensemble, être créatifs ensemble. Les maisons maintenant sont occupées par les artistes et tout ça. Il y a maintenant même un plan pour construire encore 10 nouveaux ateliers. C'est vrai? Pour avoir plus de... Avec quel argent? C'est la ville d'Amsterdam qui nous a donné ça. C'est incroyable. Oui. En fait, vous, les hippies, là, vous êtes complètement rattrapés maintenant par... Oui, oui. C'est vrai, non? Oui. On a officialisé maintenant, et maintenant c'est un centre culturel. Avant, on pouvait continuer comme ça. Maintenant, ils ont mis le digue parce qu'il y a l'eau à l'autre côté. Ah oui, d'accord. Ah ben ça alors. Ici, avant, l'été, tout le monde était ici pour nager. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Nous, on a pu occuper ça. On savait Que ça arriverait. Que ça pouvait arriver. Ouais. Dans les années 70, l'église du village hippie n'est pas la seule à être squattée par de jeunes artistes. Le Paradiso est une salle de concert mythique par laquelle sont passés les Stones, les Pink Floyd ou encore Nirvana. Alors c'est là. This is it. L'ancienne église est aussi une boîte de nuit, mais c'est de jour que Isis, déesse de la musique électronique, m'emmène à la découverte du lieu. Beautiful? Wow, it's great. Il y a quelques décennies, un groupe de gens a pris cette église et en a fait une salle de concert. Tu sais comment c'était ici dans les années 70 ? C'était un endroit foisonnant où tous les artistes se rencontraient. Et puis, il y avait plein de concerts. Et c'est toujours ça aujourd'hui. C'est peut-être devenu un peu plus institutionnel. D'après les histoires que j'ai entendues, c'était plus grunge et alternatif au départ. Maintenant, c'est devenu plus professionnel, je dirais. Tu as déjà mixé ici ? Oui. Comment c'est l'ambiance ? On sent qu'on joue dans un endroit sacré. On se sent un peu sous le regard de Dieu. À 2 pas du Paradiso, Isis a tenu à me montrer le Vondelpark. Dans les années 70, les autorités laissaient les hippies faire tranquillement l'amour dans ce parc, qui reste un lieu hautement symbolique. En chemin, Isis m'explique qu'en plus d'être DJ, elle a une fonction auprès de la ville d'Amsterdam. Elle fait le lien entre la mairie et les acteurs du monde de la nuit. La vie nocturne a beaucoup de fonctions pour la ville. C'est une façon de communiquer, de partager l'information, d'inspirer et de s'inspirer. Qu'est-ce que tu aimerais changer, toi, dans la vie nocturne à Amsterdam ? Je pense que c'est essentiel pour une ville de reconnaître l'importance qu'il y a à nourrir un esprit pionnier, avant-gardiste. Et pour cela, on doit laisser des espaces ouverts. On vit les uns sur les autres aux Pays-Bas. On est 16 millions sur un petit bout de terrain. Et à Amsterdam, on commence à manquer d'espace. Et ça se ressent dans la mentalité. Alors moi, j'essaie de préserver cet espace.
Par exemple, un de mes projets, c'est de développer au niveau local ce qu'on appelle des espaces culturels libres. Un endroit où les artistes peuvent venir et créer sans aucun but commercial. Je me rends compte que les choses ont bien changé depuis les années 70. Amsterdam est toujours une ville de liberté. Et les autorités regardent les élans créatifs avec bienveillance. Mais attention, il s'agit de cadrer, d'encadrer, bref, de contrôler. Certes, on peut peindre sur les murs, mais pas sur n'importe quel mur. Quant au tatouage, il y a 30 ans, c'était une pratique assez peu répandue en Europe. À l'époque, Louise et Henke Schiffmacher ont contribué à populariser cet art un peu inconvenant. Hello. Hello. Hi, Emma. Louise. Comment ça va? Ça va très bien. Quand est-ce que tu as commencé à Amsterdam? En 1983. Et à ce moment-là, Amsterdam était l'endroit où aller pour se faire tatouer? Amsterdam, c'était la ville du quartier rouge, avec tous ces gens un peu fous, ces gens un peu plus audacieux, et les drogués, tout ça. Le tatouage, c'était un truc pour les dealers et les prostituées. Et puis, avec le temps, c'est devenu plus arty, quoi. Il y a eu des influences différentes. Et quand les Red Hot Chili Peppers sont venus se faire tatouer par Hank, mon mari, ils ont lancé une mode. Ah, mais c'est mon mari. Je l'entends arriver de très très loin. Salut. Salut à tous. T'es né dans une église? Non, sur un bateau. Quand je l'ai rencontré, j'avais 14 ans. Je le connais depuis toujours. Ah, raconte-moi un peu. C'est lui qui m'a fait mon premier tatouage. Et en quoi est-il si unique, ton mec? Il est... Sors d'ici, mon mari. Vous venez au musée? Oui, oui, on arrive, mais d'abord on parle de toi, d'accord? J'adore qu'on parle de moi. Ah, tu ne sais pas ce qu'on va dire. Alors, montre-moi les tatouages qu'il a fait sur toi. En fait, il a fait ce dragon Ah, celui-là? quand j'avais 15 ans. Non, c'est pas vrai. Alors dis-moi, pourquoi est-ce qu'on se fait tatouer un jour? Ça peut être par amour, ça peut être parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. Juste parce que c'est beau? Il y a sûrement des gens qui le font pour cette raison. Moi, par exemple, je suis pas tatouée de façon esthétique. Je suis plus une collectionneuse. Je me dis, oh, je passe un bon moment, j'adore ce magasin, je vais me faire tatouer par toi ou par toi ou par toi. Une collectionneuse? Ouais, en quelque sorte. Là, tu vois, c'est la fille de Hank. Et ça, c'est le premier tatouage qu'elle a fait. Non, c'est trop mignon. Elle devait avoir 7 ans. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te faire tatouer, toi? C'est ma petite amie. Ouh, elle est belle. Comment s'appelle-t-elle? Nona. Est-ce que tu vas écrire son nom sur ton corps? Non, je trouve ça too much. Et là, c'est qui? Là, c'est mon ex. Non, vraiment? Oui, vraiment. J'adore ce genre de tatouage. Et là, les deux immeubles, ce sera le musée du tatouage d'Amsterdam. Je vais te faire tout visiter. Alors ici, c'est l'entrée principale. C'est ici qu'on entre et qu'on achète des tickets. C'est comme chez Ikea. Une fois qu'on est à l'intérieur, on ne peut plus sortir et on doit faire le tour complet. Ici, ce sera la librairie et la boutique de souvenirs. En fait, là, on entre et on se retrouve en Amérique centrale, avec des tatouages indiens, des tatouages esquimaux. Je t'emmène au premier étage, là. Et là, on va faire un tout petit magasin de tatouages. En fait, c'est une quête, la quête de l'histoire du tatouage. Pourquoi, comment et quand. J'adore appeler cet endroit le Tatican. Et moi, j'en serai le pape.
Ouais, c'est un bon boulot pour toi, ça. Quand tout a commencé, est-ce que tu pouvais imaginer qu'un jour, tu serais là, dans cette maison, pour construire le musée du tatouage? Tu pouvais l'imaginer, déjà à l'époque? Oui, j'ai toujours voulu faire un musée officiel, un truc digne du tatouage. Parce que le tatouage, c'est un peu la mère de tous les arts. C'est la célébration de l'être humain dans ce qui le différencie de l'animal. Les hommes se coiffent les cheveux, ils se peignent le visage, ils se liment les dents, ils font des tatouages, des piercings, ils s'élargissent le cou, ils s'amputent des trucs. Nous faisons toutes sortes de choses pour célébrer ce que nous sommes en tant que groupe, mais aussi en tant qu'individus, comme une religion ou une magie pour se protéger. Voilà ce que nous sommes. Le tatouage est un moyen d'affirmer son unicité. Et ce n'est pas un hasard si ce musée ouvre ses portes à Amsterdam. Mais tout de même, un tatoueur de rockstar qui devient conservateur de musée, un village de squatteurs hippies qui devient un centre culturel. Difficile de dire si les anciens libertaires ont gagné, ou bien s'ils se sont fait rattraper par les institutions. Ce qui est certain, c'est qu'Amsterdam est une ville qui laisse s'exprimer les individualités. Je décide d'aller rencontrer Bas Kosters, un enfant des 70s qui dessine justement des vêtements anticonformistes. Hello. Salut. Salut, ça va? Ça va. Enchantée. Bienvenue. Raconte-moi un peu ton travail. Pour chacune de mes collections, le fil rouge, c'est l'individualité. Parce que je veux que mes vêtements soient un outil qui permette aux gens de s'exprimer, de communiquer. Je pense que c'est vraiment important que les gens prennent conscience du fait qu'ils peuvent communiquer à travers leur tenue vestimentaire. Et surtout, c'est important qu'ils réalisent qu'ils ont le droit de s'exprimer en tant qu'individus. Moi, j'aime faire des vêtements qui font réfléchir les gens, qui les font rire, qui engendrent des discussions et qui les amènent à remettre en question ce qu'ils prennent normalement pour acquis. Est-ce qu'Amsterdam, c'est une ville où on se sent libre? Oui, on peut vraiment être soi-même ici. Plus qu'ailleurs, tu crois? En fait, c'est drôle parce que j'étais à Paris récemment, et c'est la capitale européenne de la mode, mais ils étaient surpris de voir quelqu'un avec un look juste un peu extrême. Alors pour moi, c'était une tenue de tous les jours. Ça, c'est ta tenue de tous les jours? Non, bien sûr, là, je suis un peu habillé, parce que je savais que tu venais. Mais sinon, oui, on peut vraiment être soi-même ici. Ça, c'est bien. Est-ce que tu es né dans un environnement comme celui-là? Je suis né en 77. C'est mon année magique. Mes parents sont très créatifs. J'avais le droit de jouer à la poupée. Ils n'étaient pas du genre à me donner une voiture pour mon anniversaire, alors que je voulais une poupée, juste parce que je suis un garçon. Pour ma mère, chaque jour était une fête. Ça m'a marqué, et j'ai hérité de ça. J'ai vraiment l'impression d'être tout en noir. Oui, tu es tout en noir, effectivement. Tu veux porter quelque chose de coloré? Allez, on va trouver quelque chose. Je me sens toute terne, j'ai besoin de couleurs. Voyons ce qu'on peut trouver. Ce modèle a été inspiré par l'univers des enfants. L'accessoire. Le thème de cette collection était... Qu'est-ce que c'était déjà? Amsterdam la libertaire est aujourd'hui de plus en plus encadrée. Mais la ville reste à l'avant-garde progressiste. Il y a tous ces artistes que j'ai rencontrés, il y a leur héritage, cette évidente liberté. Lazer 314 est un graffeur, un poète des rues. Il est un peu philosophe aussi. Il ne montre jamais son visage, mais il aime parler de la ville dans laquelle il a grandi. Je l'écoute me raconter le passé et le présent d'Amsterdam. We had a lot of positive effects from the 70s. There was a lot of freedom. I had a lot of profit from that as a kid. So I grew up in a very free city. A lot of things were allowed to happen. You could feel like an energy in the city, a very creative, open energy. But the last 15 years, they started to prohibit a lot of stuff. I think that's bad for the city. Sometimes you need spots where you just let everything happen, where there's
no government regulations. It can be also very positive and good for the dynamics of the city. Regulation kills everything. The moment you sometimes let things go, good things happen. I hope that Amsterdam will allow visionaries to go ahead and conquer the city again.